Est-ce qu'on en a enfin définitivement fini avec le coronavirus? Eh bien, l'OMS est optimiste. Vous allez voir, c'est très intéressant à analyser et en plus, c'est une actualité positive. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, uniquement en voix off et donc sans ma tête aujourd'hui exceptionnellement puisque je suis aujourd'hui en déplacement. J'espère du coup que vous m'en voudrez pas. Et oui, pour ceux qui se demandent, vu que je suis pas au bureau, eh bien, j'enregistre actuellement ces actus sous une couette. Et oui, sous une couette pour que le son soit bon et qu'il n'y ait pas trop d'écho lorsque vous écoutez tout ça. Alors ce mercredi, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Ghebreyesus, a affirmé que le monde n'avait jamais été aussi proche de la fin de la pandémie. Et pour cause, la semaine dernière, le nombre de décès hebdomadaires liés au coronavirus est tombé au plus bas depuis mars 2020, donc en fait depuis le début de la pandémie. Et c'est une tendance de long terme depuis le début de l'année 2022. On voit clairement que les décès sont beaucoup moins nombreux qu'en 2020 ou 2021. Il y a autour de 2000 morts par jour dans le monde depuis le début de l'année liés au coronavirus. 2000 morts par jour en moyenne en 2022 contre entre 7000 et 12 000 décès par jour en 2021 par exemple. Cette déclaration du directeur de l'OMS donc est assez importante puisque c'est la première fois que l'OMS, qu'on a souvent d'ailleurs entendu plutôt alarmiste sur le sujet du Covid, parle de manière aussi claire et affirmée d'une possible fin de la pandémie. Alors il y a plusieurs raisons à cela qui sont avancées. L'une d'entre elles qui est avancée par l'OMS notamment, eh bien, c'est la vaccination qui progresse notamment dans les pays en développement. C'est une vaccination, je le rappelle, et c'est important de le dire, qui n'empêche pas de transmettre le virus. Vous l'aurez de toute façon, je pense, remarqué au quotidien, mais c'est par contre bien, une vaccination qui permet de réduire le risque de développer des formes graves et donc potentiellement de mourir de la maladie, puisque c'est ce dont on parle ici quand on parle de baisse de la pandémie. Ensuite, la deuxième raison qui pourrait expliquer cette potentielle fin de la pandémie, c'est le fait que le variant Omicron s'est définitivement montré, alors certes plus contagieux, mais aussi moins mortel que les variants précédents. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui avec des nouveaux sous-variants qui continuent à apparaître, comme récemment le sous-variant Omicron BA5. Bref, plus de gens potentiellement ont le coronavirus, mais les conséquences sont beaucoup moins graves et forcément donc c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Alors après, attention, cette fin n'est pas encore certaine puisque Ghebreyesus, donc le directeur de l'OMS, a ensuite précisé que, je cite, « Nous n'y sommes pas encore, mais la fin est à portée de main ». En fait, il y a toujours un risque que de nouveaux variants émergent, potentiellement plus contagieux et plus dangereux, mais tout de même, donc, on est très clairement sur une très bonne voie en ce moment. Et pour vous donner quelques chiffres, en France, en ce moment, il y a près de 18 000 nouveaux cas par jour et 30 à 40 décès par jour liés au coronavirus. Autrement dit, le virus est toujours présent, il n'a pas disparu, mais simplement il est présent, disons, dans des proportions qui sont beaucoup plus faibles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la pandémie, que ce soit le Covid en tant que tel, mais toutes les conséquences autour, donc les mesures qui ont été mises en place, confinement, etc., les conséquences économiques aussi, ont pu laisser des traces parfois très importantes. Déjà d'un point de vue de la santé évidemment, puisque selon les derniers chiffres de l'OMS, près de 6,4 millions de personnes sont officiellement décédées du coronavirus, et ça c'est les chiffres officiels. Mais au-delà des décès et au-delà de ce que l'on appelle le Covid long, donc des séquelles à long terme qui restent chez certaines personnes, il y a au-delà de ça des conséquences indirectes plus largement en fait, par exemple en matière de santé mentale, de retard de traitement de d'autres maladies ou encore de baisse de l'espérance de vie, mais aussi de baisse d'accès à l'éducation. Le Covid, ses mesures, ses conséquences ont donc laissé des traces à tel point que dans un rapport publié la semaine dernière, l'Organisation des Nations Unies a annoncé que l'indice de développement humain, qui en fait évalue le niveau de développement des pays en se fondant sur la qualité de vie de leurs habitants, a reculé de 2 années de suite, et ce alors que cet indice progressait depuis des décennies. Ce recul en fait est quasi universel puisqu'il a touché plus de 90% des pays de la planète. Bref, tout cela aura laissé des traces. L'enjeu donc c'est de savoir si ces conséquences vont rester pendant longtemps au sein des différents pays, ou si les pays vont réussir à surmonter toutes ces conséquences-là rapidement. Là évidemment on n'a pas la réponse, mais ce sera un sujet très intéressant à analyser au fil des mois et des années. Allez, on continue avec les actualités en bref. D'abord, cette première information à l'international, le président chinois Xi Jinping ainsi que le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés, ça s'est passé ce jeudi à l'occasion d'un sommet de pays d'Europe et d'Asie centrale qui était organisé en Ouzbékistan. Alors cette rencontre entre les deux chefs d'État, c'est la preuve d'une chose majeure. Certes, Vladimir Poutine n'est plus le
bienvenue au sommet de pays de l'Union Européenne, plus largement au rassemblement de la plupart des pays occidentaux. Mais par contre, la Chine n'a pas la même attitude. En effet, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine semble avoir renforcé ses liens avec Vladimir Poutine, et cette rencontre donc semble le montrer. Alors après, pour nuancer, ces coopérations entre la Russie et la Chine sont principalement économiques et monétaires, ce qui fait dire à plusieurs spécialistes que la Chine et la Russie sont aujourd'hui davantage partenaires économiques que véritablement des alliés. Cela dit, ça reste un rapprochement important entre les deux pays, et après leur rencontre d'ailleurs, Vladimir Poutine a salué, je cite, selon lui, une position équilibrée de la Chine concernant l'Ukraine. À noter aussi, et ça peut paraître d'ailleurs assez incroyable, mais c'est la toute première fois que le président chinois Xi Jinping sort, en tout cas officiellement, de la Chine depuis le début de la pandémie de Covid qui avait lieu en janvier 2020. Direction désormais la Suède au nord de l'Europe pour la deuxième actualité. L'alliance de la droite et de l'extrême droite a officiellement remporté les élections législatives face à la gauche qui était donc jusqu'ici au pouvoir avec ce que l'on appelle les sociodémocrates, et cette alliance va donc former un nouveau gouvernement en Suède. En fait, le parti démocrate de Suède, qui est classé généralement à l'extrême droite, a notamment récolté 20,5% des voix. Alors la droite assure qu'aucun membre de l'extrême droite ne figurera dans ce nouveau gouvernement, mais selon les observateurs, le parti démocrate de Suède devrait tout de même peser de façon importante dans les décisions. Alors la prochaine grande date d'un point de vue électoral en Europe, ce sera en Italie fin septembre, un pays où le parti Fratelli d'Italia, qui est classé lui aussi à l'extrême droite généralement, pourrait accéder au pouvoir aux côtés de la droite, un peu comme en Suède donc. Alors au-delà du camp politique, gauche-droite, extrême gauche, etc., quelles sont les idées de chacun dans le cadre du En Bref aujourd'hui, là comme ça, c'est un peu dur de tout résumer et d'expliquer toute une vie politique en 2 secondes, mais dans le cas de l'Italie, si ça vous intéresse, on en reparlera beaucoup plus en détail dans les prochains jours pour tenter de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue actuellement en Italie. Troisième actualité que je voulais voir avec vous en France, près de 600 élèves dans l'Essonne, en région parisienne donc, pourraient être obligés de retourner en 3e alors qu'ils ont eu le brevet. En fait, aujourd'hui, plusieurs centaines de jeunes sont sans lycée. En gros, aucune de leurs inscriptions n'a été acceptée par manque de place dans l'Essonne. Ils n'ont pas pu faire donc leur rentrée au lycée en seconde comme tout le monde le 1er septembre. Du coup, face au manque de place au lycée, certains collèges du département proposent à certains élèves de redoubler leur classe de 3e pour espérer avoir une place dans un lycée l'an prochain, et ce alors que ces collégiens ont pourtant déjà obtenu le brevet il y a quelques mois. Par ailleurs, certains élèves de terminale qui ont loupé leur bac l'an dernier et qui doivent donc repasser le bac et leur année terminale se retrouvent là aussi sans lycée et ne peuvent pas redoubler à cause d'un manque de place. Bref, c'est une question cruciale de manque de moyens selon les syndicats d'enseignants. On vous tiendra au courant évidemment de ce qu'il en est, puisque même si ce problème ne concerne qu'une toute petite minorité des 2 millions d'élèves qui sont inscrits au lycée, ça reste pour plusieurs centaines de jeunes forcément une situation qui est extrêmement difficile. Autre actualité liée à l'environnement, c'est une bonne nouvelle. L'Australie a adopté son premier grand projet de loi sur le changement climatique. Il faut savoir que l'Australie fait partie des pays les plus en retard, il faut le dire, sur ses engagements climatiques. C'est ainsi notamment le premier exportateur de charbon dans le monde. Un charbon qui, on le sait maintenant, est extrêmement polluant pour produire de l'énergie. Alors cette nouvelle loi a notamment pour objectif de baisser de 43% les émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2005. L'Australie a également affirmé pour la première fois dans sa loi l'objectif de 0 émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est un peu compliqué à résumer là aussi dans le cadre du En Bref, et on en reparlera plus en détail. Mais en gros, ça veut dire que l'Australie s'engage à réduire ses émissions et compenser tout ce qu'elle émet, par exemple avec des techniques de recaptage de carbone pour arriver donc à 0 émission. Alors certains ont salué cette loi, d'autres estiment qu'elle est encore trop imprécise et qu'il faut aller beaucoup plus loin.
On verra donc ce qu'il en est évidemment dans les prochains jours. Allez, dernière actualité en sport pour terminer. Le tennisman suisse Roger Federer a annoncé aujourd'hui sa retraite à l'âge de 41 ans. Il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire et plus globalement l'un des plus grands sportifs de l'histoire tout court. Il a longtemps été bien le joueur masculin avec le record de titres dans les tournois majeurs du Grand Chelem. Bref, une page importante du tennis qui se tourne, et ce alors qu'en parallèle on voit l'émergence de nouveaux joueurs. Le jeune espagnol Alcaraz notamment évidemment. Bref, une page se tourne, c'est très intéressant de voir les prochaines années. Écoutez, voilà donc pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou autres, à les mettre directement dans les commentaires, on prend le temps de lire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo.